Bonsoir, on est ce soir devant l'hôtel Peninsula. Demain, le salon rétromobile commence. Salon rétromobile où vous pourrez retrouver Caradisac parce qu'on a un stand là-bas. Mais revenons à ce soir. Vous savez, toujours la veille de rétromobile, il y a une grande parade dans les rues de Paris, nocturne, magnifique. La fois dernière, c'était DDS. Et cette fois, regardez, Eddy, tu peux filmer là, s'il te plaît. Ce soir, c'est Bugatti, des anciennes, de nouvelles. Et je retrouve nos deux compères, Stéphane Chessinger et Cédric Pinatel, qui évidemment ne sont pas d'accord, vous allez le voir, sur les Bugatti. L'un préfère les anciennes, l'autre les nouvelles. Et je vous laisse imaginer quel est l'avis de l'un de l'autre. Tu as tort, par définition. Parce que ce que tu dis, c'est le truc là. Le truc. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Veyron 1.6.4. Je suis désolé. C'est pas une Bugatti. Pour moi, c'est pas une vraie Bugatti. Mais bien sûr que si. Mais absolument pas. Ça s'inscrit parfaitement dans l'histoire de Bugatti. De Ferdinand Piëch, on est d'accord. Non, mais oui, mais alors, si Ettore Bugatti avait vécu à cette époque-là, l'idée d'un. D'ailleurs, il te l'a dit personnellement. Mais non, mais il faut reconnaître, personne n'avait jamais fait une voiture comme ça, avec une mécanique comme ça, avec un W16, quadri turbo, connecté à une boîte double embrayère. Technologie, on est d'accord. C'est une piche mobile, c'est une super Golf. Ah bah oui, parce que bien évidemment, Bugatti n'avait jamais donné dans la technologie avant. Et même ça, c'était pas déjà quelque chose de très J'aime pas beaucoup non plus, mais je préfère encore celle-ci, le B110. Pourquoi ? Parce que le B110 cherchait un truc que ne cherche pas l'Aveyron, et cherchait à être un peu légère. L'Aveyron, ça pèse 2 tonnes. Ah bah oui. Et l'essence même de Bugatti, je suis désolé, l'essence même de Bugatti, c'est d'être léger. C'était déjà la voiture la plus lourde de l'époque. C'était plus lourd que toutes les autres supercars. C'est pas plus lourd qu'une McLaren F1. C'est pas par rapport à une Aston Martin qui faisait des trucs beaucoup plus lourds, c'est pas vrai. En tout cas, là aussi, tu as une monocoque carbone. Excuse-moi, la McLaren F1 est sortie après. Oui, et elle elle est atomisée un an après. Oui, elle est sortie après. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui a fait le succès de Bugatti en fait ? C'est la légèreté, c'est le rapport poids-puissance. Et là, on a des exemples de ça derrière nous. Là. Une Royale, qu'est-ce que c'est ? Une Atlantique, une Atalante. Mais une Royale par rapport, c'est un épiphénomène et par rapport à cette, c'est pas si lourd. C'est juste le plus beau. Il n'a même pas dit. Non, ce qui est intéressant, c'est celle-là par exemple, la Brescia. Pourquoi ? Parce que cette voiture qui a plus de 100 ans, qui date du début de 2000, je crois que la première c'est 1919, un truc comme ça. À l'époque, il y avait un moteur 16 soupapes. 4 cylindres, 16 soupapes à l'époque. Non, mais je ne dis pas le contraire de ça. Et pourquoi ils faisaient ça ? Pour avoir un meilleur rendement, pour faire une voiture puissante mais légère. Et c'est grâce à la légèreté qu'ils ont pu aligner une série de victoires pas possibles. Ils ont fait un quadruplé au Grand Prix de Brescia en 21, ce qui a donné son nom à la voiture. Oui, mais bien sûr. Et puis même la Type 35, on peut parler de tout ça. C'est ça qui a donné vraiment l'impulsion à Bugatti. La légèreté, le rapport puissance et évidemment la technologie moteur. Oui, mais derrière ça, tu as la Royale, tu as les... Mais la Royale, c'était un épiphénomène, c'était un caprice d'Ettore Bugatti. 57, c'était pareil. Et ça, c'est pas vendu. Non, 57, c'est pas une voiture lourde. Je suis désolé. Une Atalante, c'est pas... Et technologiquement, une 57 pour l'époque, à part le moteur, c'était pas foufou. C'était encore des freins à câble. En tout cas, Bugatti, à l'époque, il y en a qui faisaient déjà des freins assistés, des roues indépendantes. Ettore Bugatti, par exemple, ne voulait pas de roues indépendantes. Il ne voulait pas. En tout cas, Bugatti, c'est toujours allé dans tous les sens en termes de design, de luxe, de technologie, de ce que tu veux. Non, pas technologie, je suis pas d'accord. Et je trouve que ça... Design, je suis d'accord. Ils ont fait des... Ça, il n'y a pas de design, je suis désolé. C'est un morceau de technologie vaguement habillé. C'était une mécanique incroyable, compactée dans un ensemble tout petit. Mais c'est l'inverse de Bugatti. Bugatti, c'est une œuvre d'art. Je suis désolé, c'est fin, c'est aérien, c'est élégant. Ça, c'est pas une œuvre d'art. C'est une œuvre technologique, si tu veux, mais c'est pas une œuvre d'art. En tout cas, il y a un truc, et tu ne pourras pas dire le contraire, c'est que Bugatti a souvent perdu de l'argent, et avec ça, ils ont perdu beaucoup. Là-dessus, on est d'accord. Mais voilà, je suis désolé, je trouve que c'est magnifiquement léger, c'est d'une élégance totale, c'est fabuleusement beau. Mais il manque quand même la plus belle de toutes les Bugatti de l'histoire, l'Atlantique. Ah, l'Atlantique, évidemment. Alors la plus belle, je sais pas. La plus impressionnante, peut-être. La plus belle, ça se débat parce que c'est une voiture qui est quand même très, très, très particulière par son style. Moi, j'adore. Je trouve que l'idée de retourner la caisse, comme ils ont fait, et de montrer les rivets au lieu de les cacher, et d'en faire un argument esthétique, c'est génial comme idée, je suis d'accord. Mais bon, il y en a 3, je crois. Alors, il y en a une quatrième, mais qui n'est pas tout à fait authentique. Alors, on ne sait pas trop, donc bon. Mais non, après, voilà, il y a des Bugatti comme celle-ci, qui est ça aussi. Mais oui. Pour moi, l'Atlantique, c'est la plus belle voiture de tous les temps, point final. Moi, j'aime bien la 55 Supersport, Roadster Jean Bugatti. Chacun son truc, c'est plus petit, c'est plus léger, c'est moins bling bling, évidemment. Moi, je ne suis pas trop dans les cocktails, contrairement à d'autres.
préfère des voitures comme celle-ci, qui sont... Bah alors là, bon, évidemment, tu me diras, c'est un peu bibi. Dans toutes celles qu'il y a là, tu préfères laquelle? La Talente quand même, non? Ah, une Atalante quand même, c'est pas rien quoi. Tu regarderas, mais à mon avis, tu n'as pas de flûte. Je sais pas, c'est un peu lourd pour moi, mais bon. Moi j'aime bien les 38, j'aime bien les 40. Ouais, 38, c'est pas forcément. 38 et 40, c'est peut-être pas les meilleurs. Non, c'est vrai, il faut reconnaître qu'elle est. Ah, c'est quand même fou ça. Et toi, tu as conduit une Type 57 d'ailleurs? Oui, j'ai conduit une 57. Oui, pour un magazine de papier, de voitures assez connu qui s'appelle Rétroviseur l'année dernière. C'est un privilège que j'ai eu. C'est quand même génial. Ah, le moteur est fantastique. Fantastique. En tout cas, c'était. Fantastique, c'est un moteur. Et ça, pour toi, c'est pas luxueux quoi? Non, quand tu regardes l'intérieur de cette voiture, tu vas te rendre compte que c'est des beaux matériaux, mais le traitement global est simple. Regarde, c'est vraiment une planche de bord. Il n'y a pas de recherche particulière en matière de raffinement, si tu veux. Tu prends une Delay ou une Delage de l'époque, il y avait beaucoup plus d'ornements, c'était beaucoup plus de chrome, beaucoup plus de... Là, ça reste sobre encore à l'intérieur. Une Bugatti, c'est sportif. Bah oui, mais donc, comme une Chiron actuelle, hein, au final. Non, c'est pas sportif, une Chiron, c'est rapide, c'est pas sportif. Ah, c'est rapide. Peut quand même faire des choses extraordinaires. C'est pas une voiture de course. Les Bugatti, à la base, ce sont des voitures de course. Écoute, pour le coup, une Chiron, j'en ai essayé une sur le Paul Ricard il y a quelques années. Déjà, ça prenait 356 km en c'est rapide, c'est ce que je dis, c'est rapide. Mais dans les virages, c'était quand même une auto qui n'était plus comme l'Aveyron, pour moi, une voiture de course de 2 tonnes, si tu veux, il y a un petit peu comme une contradiction dans les termes, tu vois. Mais personne n'a dit que c'était une voiture de course. Voilà, mais l'essence de Bugatti, c'est la course. Je suis désolé. Les 38, les 40, les 35, les 38 et les 40, ça dérive des 35. Oui, mais l'idée de faire une GT... ça a été la voiture de course la plus titrée au monde. Bien sûr. Mais l'idée de faire une GT bonne à tout faire, qui était capable à la fois d'être polyvalente tout en développant des performances incroyables, et ben moi je trouve que ça correspond tout à fait à l'idée d'une Bugatti moderne. Non, une Bugatti, c'est pas ça. Il y a certaines Bugatti qui sont des grands tourismes. Toi. Non, les Bugatti, certaines sont des grands tourismes, mais là-bas, c'est plutôt des voitures sportives assez radicales et légères. Est-ce que ça, c'est pas une grande tourisme, quelque part? Une Veyron? Tout est du grand tourisme à ce compte-là. Moi, j'ai même eu une Bravo GT qui veut dire grand tourisme. Donc, si tu veux, Non, mais souviens-toi à l'époque de cette voiture, lorsque tu avais des Ferrari Enzo, des Porsche Carrera GT qui étaient plus performantes sur circuit et qui étaient plus sympas à piloter. Je t'arrête. L'Enzo, pour moi, c'est elle la vraie descendante spirituelle des Bugatti. Ah non. Pour moi, c'est ça. C'est une voiture. L'Enzo, c'est sportif, c'est léger, c'est pas luxueux, c'est chic, mais c'est pas luxueux. C'est très efficace. Pour moi, l'héritière de Bugatti, c'est plutôt les Ferrari, dans l'esprit. Bah, en tout cas, c'était, parce que les Ferrari maintenant, bon, évidemment, une Puro Sanguet, j'en vois déjà qui vont me dire, Puro Sanguet, certes. Mais après, il y avait aussi des grosses Bugatti. Mais pour moi, vraiment, l'héritier spirituel de Bugatti, c'est Ferrari. Et tu aurais préféré une Galibier plutôt qu'une Veyron, tu penses? Moi, non. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Tu préfères ton père au ta mère, tu préfères des chouquettes ou une côte de bord, j'en sais rien. Bon, en tout cas, des voitures comme ça dans l'histoire contemporaine, il n'y en a eu qu'une seule. Bon, il y a eu aussi la Chiron derrière, oui, d'évolution. Le concept, voilà. Mais c'était à la fois plus confortable qu'une Ferrari Enzo, plus rapide qu'une Ferrari Enzo, plus polyvalent. Mais là, tu me parles de plein de trucs qui sont vrais, mais qui ne relèvent pas de l'esprit Bugatti. Bah, je te dis que d'accord. Ferdinand Piche, malgré tout, il avait un petit côté complètement mégalo. Petit côté mégalo. Oui, il était complètement mégalo, il était fou le mec. Mais quelque part, je trouve que ça poursuivait une certaine idée. Et tous les grands patrons, tous les créateurs de bagnoles sont des mégalos. Il faut l'aide pour se lancer là-dedans. Donc Piche, Ettore Bugatti, il était peut-être moins, parce que lui, il était passionné de 6 chevaux, donc il était un peu moins emmerdant sur le bureau d'études. Cela dit, je dis ça, mais c'est même pas forcément vrai, parce que son fils, Jean Bugatti, a voulu faire évoluer les Bugatti en s'inspirant de ce qui se passait aux États-Unis. Et son père, une fois, il est rentré dans le bureau d'études, il a vu ce qui était en préparation, il a piqué une colère. Pourquoi? Parce qu'il voyait des roues indépendantes, il voyait qu'ils abandonnaient les canons en fer à cheval, il a piqué une crise, il a dit non, le Bugatti, c'est un nation forgé, identité visuelle, etc. Bon, l'autre a dit, ok, ça va, on peut s'arranger, ils ont fait un truc vaguement articulé à l'avant, et c'est tout ce qu'ils ont fait. Mais voilà. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que Bugatti existe encore, c'est que le père a su préserver, a su établir exactement quel était l'ADN de la marque et a su ensuite faire en sorte que ça soit préservé, au moins durant son vivant. Parce que, évidemment, le fils est mort en 39. Ouais, et la tourbillon alors? Mais j'aime pas ces trucs-là, moi je trouve ça hyper technologique, je trouve ça criard. C'est vraiment pas ce qui me plaît, moi. Dans l'esprit, moi je serais plus Pagani que Bugatti. Tu vois?
Alors, Pagani aussi, c'est plus un héritier de Bugatti que ce truc-là. pour le coup, dans les finitions intérieures, on ne peut pas dire que ce soit moins extraordinaire à l'intérieur d'une Bugatti moderne que dans une Pagani moderne. Non, je suis d'accord, mais les Pagani, ça reste plus simple techniquement, ça reste plus léger, c'est plus exclusif. Donc pour moi, c'est plus conforme à l'idée qu'on peut se faire d'une Bugatti moderne. Et donc un V16 atmosphérique de 8 litres 3 qui prend 9000 tours, Pour moi, c'est un moteur de camion amélioré, mais... Bon. Je vais pas le faire que des amis. Après, bon, je suis pas super fan des supercars et hypercars modernes. Je sais que ça me vaut quelques commentaires assez acerbes parfois, parce que du casse les rêves des gosses, etc. Je m'en fous. En fait, c'est ce que je pense, je les aime pas, ces voitures. Je les aime plus. Je les ai adorés. Moi, je trouve que c'est aussi ça la grandeur de l'automobile. Alors oui, parfois... Ah oui, je suis d'accord, ça se renouvelle. Je suis d'accord. Ça peut ne pas me plaire. Et c'est pour ça que ça, moi, quand j'étais petit... Mais tu es toujours. tu sors un peu de l'adolescence. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Tu as un bouton dactyle encore là. Eh ben oui, ça. Mais je vais te crever, tu vois. Mais c'était quelque chose de marquant, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait avant, qui permettait de faire avancer... Ça n'a pas été fait avant, alors je suis pas d'accord. Pas été fait avant, c'est pas vrai. Parce que, non, le B110, la Fashion Style, la Veyron, c'est une héritière, en fait, non pas de cette Bugatti magnifique, mais de celle-ci, de le B110, qui, elle, a fait entrer Bugatti dans l'ère de l'hypertechnologie. Oui, la Veyron, c'est l'héritière de celle-là, qui n'est pas tellement reliée à ce qu'on a derrière. Pas vraiment. Toi, tout à l'heure, tu parlais de parenthèse pour la Royale. Moi, je trouve que la parenthèse de Bugatti, c'était plutôt ça. C'était quand même une histoire qui est devenue italienne à un moment. La Royale, c'est un caprice des tourés Bugatti. Ouais. C'est un caprice, c'est tout ce que c'est. C'est tout ce que c'était. Et ça ne s'est pas vendu. Oui, mais ça, c'était un petit craquage, on va dire, d'un industriel italien qui s'est dit... Petit craquage, je ne suis pas d'accord. Le mec, il a eu une grande ambition. Oui. Il l'a faite, hein. Il s'est donné les moyens de la faire, ça a été compliqué, ça a été la genèse de le B110, c'est un beau bordel, mais c'est très problématique. Même après. Il y a des histoires d'ailleurs à lire là-dessus sur Caradisiac, sur le B110, qui sont passionnantes, qui ont été écrites notamment par Michel Holz, qui a écrit des choses... oui, Michel a écrit des choses très intéressantes sur le B110, mais bon... Avec la fabrication en carbone, ils cherchaient déjà à faire quelque chose de léger. Oui, mais il leur manquait quand même des moyens techniques qui... Ils les ont eu. Ils les ont eu. Pendant qu'ils ont été aidés par de très grands noms d'industrie. Oui, c'est vrai. Dans l'aéronautique. Oui, dans l'aéronautique. Non, ils ont eu des fonds. Après, le problème, c'est qu'elle sort au moment de la crise. Et un an après, tu as la McLaren F1 qui arrive. Qui a tout explosé pendant 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus légère, elle est plus simple, elle est plus Bugatti dans l'esprit. Là, voilà. Lui, il avait compris, Gordon Murray. C'est ça l'esprit Bugatti. Bon, allez, je te l'accorde. De toute façon, la McLaren F1, dans l'histoire de l'automobile, c'est quelque chose... C'est un jalon. Oui. C'est un jalon, c'est un peu une Bugatti des temps modernes, c'est un peu la Ferrari GTO, l'héritière spirituelle de la Ferrari GTO. Et c'est pour ça que ça vaut une blinde. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc à dire, ce qui est assez intéressant aussi, ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'heure actuelle, si on veut rouler dans une vraie Bugatti, la moins chère, c'est encore une de celles-là. Oui, c'est vrai. C'est pas du tout l'héritière de ces gros trucs-là. C'est vrai. Vous voulez rouler un Bugatti, vous voulez juste vendre un enfant ou deux, pas plus, hein, pas toute la famille. Prenez-vous une vraie Bugatti à l'ancienne, vous verrez, c'est beaucoup plus sympa à conduire et vous ne craindrez pas pour votre permis de conduire. Encore que non. Ouais, mais pour rouler vite, il faut quand même en vouloir. Ouais. C'est rapide, ça dit. C'est vrai qu'une 35, ça prend 200. Hein. Bon, après, si on prend une Brescia, on va rouler à 120, ce sera bien, parce que 120 là-dedans, 30 même. Sur des roues, en tout cas, avec des surrigides et pas de frein. D'une certaine façon, ça, c'est un mix entre une Bugatti Type 35, une Bugatti Royale, en fait tous les extrêmes qu'il y a eu dans l'histoire de Bugatti. Donc là, tu vois de la Royale, d'accord. Non mais, mais il n'y a pas de. Je doutais un peu de ta salubrité mentale, mais là, je dois dire que, chers internautes, Cédric Pinatel voit de la Bugatti Royale dans la Veyron 16.4. Je n'en dirai pas plus. Ça suffit à ça même. Et nous vous donnons rendez-vous. Pour d'autres disputes, pour d'autres épreuves cinglantes, pour d'autres moments de mauvaise foi extraordinaires sur les salons rétromobiles. Nous avons un stand. D'ailleurs, il faudrait que je te parle, avant que tu partes dans une de ces Bugatti, il faudrait que je te parle d'une Talbot
qui était. Talbot Solara ouais. Non, non, pas cette Talbot-là, qui est très 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 jolie. Ah oui, je vois laquelle, une Talbot Lago. Ouais, une goutte d'eau, ouais. Ouais, c'est magnifique. Ah, nous sommes d'accord, c'est fou. Je te fais un bisou pour la peine. C'est dur. Ah, Stéphane, c'est quoi ta voiture? C'est quoi ta voiture? C'est une Bugatti type 40. 40A, 40 très précisément parce que le moteur est un 1600. Ah, 1600. Et non pas un 1500. Ah, 1600, c'est un A donc. Ouais. Qui est de quelle année? 29, C'est 1929, là-dessus. entre autres. 4 cylindres, pas rock en tête. Ah oui. Motorborne. Motorboard. Donc c'est un niveau technologique qui pour l'époque est quand même très élevé. Bah, qui est pas facile à réparer évidemment parce que c'est tout démonté par en dessous. Oui. J'ai l'insigne honneur de me trouver à bord d'une Bugatti 40 de 1929 qui appartient à un monsieur qui a donc la gentillesse de m'emmener dans sa voiture pour la parade des Bugatti en prélude du salon automobile. Donc nous nous trouvons là, donc avenue de Rivoli. Rue de Rivoli. Rue de Rivoli, pardon, devant le musée des arts décoratifs, dans une voiture qui est une œuvre d'art en soi, je pense. Oui. Monsieur, je pense, pourra nous en dire un peu plus sur cette... Oui, c'est la plus modeste des Bugatti, ce n'est qu'une 4 cylindres. Mais elle avait la réputation enviable d'arriver quand elle partait. Ce qui est quand même une grande qualité. Voilà, c'est une grande qualité. Et en principe, de moins chauffée que d'autres, des plus gros moteurs, des plus petits radiateurs. Mais bon,
avec le temps, les caractéristiques des unes et des autres ont un peu changé. Moi, j'ai perdu, par exemple, beaucoup d'eau en arrivant tout à l'heure. Ah oui, ça l'a allégé, vous me direz. Ça l'a allégé, oui. Alors, je me suis inquiété, puis on m'a dit que non, c'était rien. Il suffisait d'en remettre un petit peu. Mais elle marche très bien, cette voiture, j'ai vu. La bonne reprise. Hein, Oui. Alors, mais c'est pas une bête de course, voilà. Là, vous avez des pur sang à côté, comme on dit. Celle-là, c'est plutôt une voiture, bien qu'elle soit le type grand sport, torpedo, grand sport. C'est ça la désignation. Bon, cela dit, sauf erreur, elle a quand même, pas celle-ci, mais ce modèle a quand même participé une fois aux 24 heures du Mans. Alors donc, elle est éligible à toutes sortes de manifestations. Donc, elle a quand même un pédigré sportif, c'est quand même Bugatti. Le type de cette voiture. Le type. Non, celle-ci, non, je ne prétends pas qu'elle soit allée au Mans, jamais. Ça. Bon. Mais bon, elle a quand même un 4 cylindres, 1,6 litre. Oui, alors 1,6 litre, c'est un peu plus qu'un 1,5 litre, parce qu'elle a un moteur de 40A. Voilà, c'est ce qui permet de la dater de 1929, parce qu'avant, c'était des 40 qui faisaient 1500, et celle-là fait 1600. Voilà. C'est un moteur, c'est un 12 soupapes, si je me rappelle bien. Alors là, je confesse ma totale incompétence. Alors, bac à en tête. Oui, ça d'accord. Très moderne pour son époque, en tous les cas. Oui, mais surtout, c'est vrai que c'est une sculpture, quoi. C'est la taille, il faudrait le voir. Bon, c'est un bloc qui ressemble à rien d'autre, quoi. Bon, un moteur Bugatti, ça ressemble à rien d'autre. C'est beau. C'est magnifique. Oui, c'est beau. Je confirme, j'en ai vu quelques-uns. Ce sont des œuvres d'art. Ouais. C'est aussi beau à regarder qu'agréable à écouter. Oui. C'est ça que j'aime bien aussi avec ce moteur-là. Et ils sont très performants. Oui, c'est vrai. À conduire, comment c'est ? Alors, à conduire, il faut le tourner, le volant. Hein. Ah oui, c'est lourd. Il faut tourner le bout de bois. Oui. Il y a peut-être que c'est une question de réglage, d'angle de chasse, de carrossage, je ne sais pas. Elle n'est pas d'une grande agilité en montagne. D'accord. Voilà, hein, dans les courbes, il faut quand même y aller. Bon, mais non, ça tient bien à la route, et puis on peut faire des longues distances sans trop se fatiguer, si ce n'est évidemment l'abrutissement lié au passage du vent dans les oreilles. Oui, parce que le moteur n'est pas spécialement bruyant. Non, c'est vrai. Étonnamment, à rouler. Tu peux t'extraire de ta voiture à un moment donné ? Mais oui, mais je suis on duty. Ah ouais, t'es on duty. Oui, mais si, j'aimerais bien. Bon, se fait rappeler alors que c'est joli. Il y a mon président qui me demande. Président du club Bugatti. Bah oui. Enchanté. C'est peut-être à toi que je dois d'être ici, vraisemblablement. Peut-être va savoir. Parce que j'ai pas compris ce qui est arrivé là. Et rendez-vous à votre mobile. Faut qu'il y ait quelque chose derrière.